Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. La haute sollicitude royale envers le secteur de la formation professionnelle est constante. Hier, au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé une séance de travail consacrée à la mise à niveau du secteur. La loi sur les travailleurs domestiques entre en vigueur ce mardi 2 octobre. Désormais, des contrats seront établis entre les employeurs et les salariés pour lutter contre tout abus ou illégalité. Focus sur un produit bio qui vous veut du bien, le quinoa, une forme de céréale aux nombreuses vertus nutritives. Reportage dans ce journal dans la province d'Orhan. La haute sollicitude royale constante envers le secteur de la formation professionnelle prend plusieurs formes. Pas plus tard qu'hier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal à Rabat une séance de travail consacrée à la mise à niveau de l'offre de formation professionnelle, à la diversification et valorisation des métiers et la modernisation des méthodes pédagogiques en tant que levier stratégique et voie prometteuse de préparation à l'emploi et l'insertion dans le marché du travail. Mohamed Aïtlachkar pour les développements. Le communiqué du cabinet royal explique que cette séance de travail intervient dans le sillage de la mise en œuvre des priorités et mesures fixées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier lors des discours du trône du 20 août. Elle témoigne de la haute sollicitude royale constante envers le secteur de la formation professionnelle en tant que levier stratégique et voie prometteuse de préparation de la jeunesse à l'emploi et l'insertion professionnelle. En effet, dans son discours du 20 août dernier, Sa Majesté le Roi avait de nouveau attiré l'attention sur la question de l'emploi des jeunes, en relation notamment avec la problématique de l'adéquation entre formation et emploi. Et au cours de cette réunion, le souverain a pris connaissance des premières propositions et mesures à prendre par les départements concernés relatives à la mise en œuvre des hautes orientations royales. Il s'agit en particulier de la restructuration des filières de la formation professionnelle, la création d'une nouvelle génération de centres de formation et de qualification des jeunes, la systématisation du conseil en orientation précoce vers les filières professionnelles, le développement de la formation par alternance, l'apprentissage des langues ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans leur domaine de compétences. Le souverain a donné ses hautes directives pour le développement de nouvelles formations dans les secteurs et métiers porteurs, tout en mettant à niveau les formations dans les métiers dits classiques, qui demeurent les principaux pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes, tels que ceux liés au secteur de l'industrie, des services, le BTP, l'agriculture, la pêche, l'eau, l'énergie et l'artisanat. À ce sujet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a particulièrement mis l'accent sur la nécessité de développer davantage l'offre de la formation professionnelle en adoptant de nouveaux standards de qualité, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, de façon à stimuler et accompagner l'essor essentiel de ce secteur stratégique. L'attention royale a également porté sur la formation professionnelle dans le secteur de la santé, incluant les métiers paramédicaux et de techniciens de santé, notamment en maintenance et réparation des équipements médicaux, où il existe un réel potentiel d'emploi. De même, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations en vue d'élaborer des formations qualifiantes courtes de près de 4 mois, intégrant des modules linguistiques et techniques destinés aux personnes ayant acquis une expérience dans le secteur informel, et ce en vue de leur offrir l'opportunité d'intégrer le secteur formel et de valoriser ainsi leur savoir-faire et aptitudes. À l'issue de cette réunion, le souverain a donné ses hautes instructions afin que cette commission, présidée par le chef du gouvernement, élabore et soumette dans un délai de 3 semaines un programme de projets et mesures précis et d'application immédiate qui seront notamment financés avec le concours du Fonds Hassan II. Et à cette occasion, la Commission présentera également l'état d'avancement des préparatifs de la rencontre nationale sur l'emploi et la formation, rencontre prévue avant la fin de l'année. Signalons ce message royal de félicitations au président de la République de Guinée, Alpha Condé, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays.
Et justement, dans cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, est à Conakry pour représenter Sa Majesté le Roi aux festivités organisées aujourd'hui en célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. La cérémonie commémorative s'est déroulée à l'emblématique stade du 28 septembre en présence de plusieurs chefs d'État africains ainsi que de représentants de plusieurs autres pays. À Marrakech, la licence fait débat. Une rencontre pédagogique nationale s'est tenue sous la présidence du chef du gouvernement pour se pencher sur tout l'enjeu que représente le renouvellement et la réforme de ce système à l'université comme levier de qualification académique et atout d'intégration professionnelle. La rencontre vise surtout à débattre des différents aspects permettant de mettre en œuvre les axes de la feuille de route tracée par Sa Majesté le Roi en la matière. Soumaya Belayachi, Zakaria Mokimbillah. Au cœur de la réforme de l'enseignement supérieur, celle de la licence s'impose comme un sujet important. Cette rencontre pédagogique nationale adopte une approche participative. Des responsables d'universités publiques, des enseignants-chercheurs et des acteurs socio-économiques y prennent part, à côté du gouvernement. La rencontre se base sur les études réalisées par des organismes étatiques sur la question, tels le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Les établissements à accès ouvert accueillent le nombre le plus important d'étudiants. C'est pourquoi ils ont besoin de changer leurs outils pédagogiques. Les établissements à accès ouvert accueillent plus de 87% du nombre total des étudiants de l'enseignement supérieur. Dans le cadre des orientations de la vision stratégique de la réforme 2015-2030, ces établissements sont appelés à renouveler leur modèle afin de relever les défis et favoriser l'adéquation des formations avec les besoins du marché du travail. Cette rencontre, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, connaît la participation de 500 experts de différentes universités et va traiter de plusieurs questions. 2 jours durant, les travaux de cette rencontre se consacrent à différentes thématiques, dont la diversification de l'offre de formation et la révision de l'architecture pédagogique du cycle de la licence, afin d'améliorer le rendement des établissements à accès ouvert. Après plusieurs reports, la loi fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et des travailleurs domestiques entre enfin en vigueur ce mardi 2 octobre. Son principal objectif est la lutte contre les situations illégales et indignes que peuvent subir ces travailleurs. Désormais, ce sont les contrats qui seront établis entre les employeurs et les salariés qui accaparent toute l'attention. Salaire, heures de travail, congés, les nouvelles obligations dans ce reportage de Zakia Belkas avec un récit de Nisril Hamdawi. Travail domestique, garde des enfants, jardinage, des tâches qui sont désormais encadrées par la loi 1912 relative au personnel de maison. Elle vient tout juste d'entrer en vigueur. À partir d'aujourd'hui, l'employeur et l'employé doivent être liés par un contrat de travail écrit conformément au modèle défini dans le décret d'application de la loi. Ce contrat doit réunir un ensemble d'informations, le nom, le numéro de la carte nationale de l'employeur et de l'employé. Ce document doit mentionner la durée du contrat et clarifier également la nature du travail à accomplir. Le contrat de travail définit également le salaire et la durée des congés et des repos. Somme toute, la mise en place de garde-fous rassure les employés de maison. J'ai travaillé pendant 14 ans, je cuisinais, je faisais le ménage, je repassais le linge, mais la maîtresse de maison sous-estimait toujours mon travail. Cette loi est venue au bon moment pour nous protéger et pour nous permettre de jouir de nos droits. Le texte de loi autorise le travail des personnes âgées entre 16 et 18 ans pendant une période transitoire de 5 ans, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi. Aussi, le texte met-il en avant la liste des tâches interdites aux moins de 18 ans. Seulement voilà, la société civile s'interroge sur la manière d'engager un contrôle effectif de l'application de ces dispositions. Nous savons pertinemment qu'il est difficile de pénétrer dans un espace privé. Aucun inspecteur de travail ne pourrait accéder à l'intérieur des maisons, sauf sur ordre du procureur du roi.
Dans ce cas-là, comment serait-il possible d'envisager un quelconque contrôle ou encore l'application convenable des différentes dispositions de la loi? Le texte de loi a mentionné la question de l'allaitement, mais il a omis de signaler la durée du congé de maternité. Aussi, le droit à la retraite et à la couverture médicale ne figurent pas encore dans le texte. Le décret relatif à l'affiliation du personnel de maison à la CNSS n'a pas encore été soumis au Conseil de gouvernement pour adoption. Il est toujours en cours de finalisation. Strasbourg maintenant, où l'accord de coopération scientifique et technologique entre le Maroc et l'Union européenne fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne a été adopté. Signé en avril dernier à Bruxelles, l'accord est adopté par 566 voix pour. Il prévoit l'adhésion du pays au groupe des 19 États membres et pays du pourtour méditerranéen qui travaillent au développement de solutions innovantes pour une gestion durable de l'eau et de la production alimentaire. Deux défis majeurs dans la région. À la une également, la grève de plus de 250 écoles et des dizaines de centres de santé ou encore de distribution alimentaire de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Une grève de 2 jours. Les employés protestent contre les licenciements annoncés par l'agence après l'arrêt des financements américains. Les opérations de cet intervenant primordial dans l'enclave palestinienne ont été largement paralysées. Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées dans un attentat suicide visant un meeting électoral dans l'est de l'Afghanistan, jetant une ombre sur la campagne qui s'ouvre en vue des législatives du 20 octobre. Il s'agit du premier attentat depuis le début de la campagne officielle vendredi. Le kamikaze a déclenché sa charge parmi les participants à une réunion organisée par le candidat Abdel Nasser Mohamed dans le district de Kama de la province de Nangarhar. L'Indonésie face à l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Le bilan du séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes est passé à au moins 1234 morts. Même si l'aide humanitaire commence à arriver, les survivants doivent toujours affronter la faim et la soif. Vivres et eau potable sont rares et les hôpitaux sont submergés par le nombre de blessés. Les secours manquent d'équipements lourds. Ils peinent également du fait de la coupure des routes, de l'ampleur même des dégâts. La semaine des prix Nobel s'est ouverte hier avec l'annonce des lauréats en médecine. Aujourd'hui, le prix de l'Académie royale de Suède décerne le prix de physique qui récompense cette année 3 scientifiques. L'Américain Arthur Ashkin, le Français Gérard Mourou et la Canadienne Donna Strickland pour leurs travaux sur la physique des lasers et qui ont permis de développer des outils utilisés dans l'industrie et la médecine. Il s'agit des impulsions laser les plus intenses et les plus courtes jamais mises au point par l'humanité. On loue ses qualités nutritionnelles et ses vertus minceurs. Le quinoa est une graine qui vous veut du bien et c'est une plante que l'on trouve particulièrement dans la région de Rhamna. Elle est de la famille des céréales. C'est l'heure de sa plantation avant d'atterrir chez les coopératives de la province qui en font des produits bio. Soumaya Belayashi, Zakaria Mouqimbillah. Des femmes d'une association de production de quinoa s'activent à traiter les graines. L'opération nécessite plusieurs étapes. Séchage, rinçage et tri. Avec des moyens rudimentaires, cette association doit traiter de grandes quantités de cette variété. Le quinoa, une pseudo-céréale, est connu pour ses nombreux bienfaits nutritionnels, riche en protéines et au goût unique. Ce n'est pas un travail facile, c'est pourquoi nous avons besoin de matériel adéquat et aussi d'un local pour notre association. Nous sommes en phase de fonder une coopérative. C'est le résultat des efforts de notre association sur une durée de 10 ans, durant lesquels nous avons développé cette culture en partenariat avec l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat. Au niveau de la province, la filière intéresse de plus en plus d'agriculteurs.
Le rendement est estimé entre 6 et 10 quintaux par hectare. En cette période, les agriculteurs travaillent le sol avant de commencer le semis. La direction provinciale de l'agriculture prévoit de généraliser cette culture à 11 autres communes. Grâce à l'initiative nationale pour le développement humain, nous avons bénéficié de tracteurs pour travailler le sol. Auparavant, les agriculteurs devaient emprunter ce matériel. Cela encourage les agriculteurs à cultiver le quinoa. Nous avons un projet en 2019 pour l'extension de la superficie cultivée de 120 hectares à 500 hectares et la valorisation du produit avec la construction d'une unité de production. Ce projet d'un coût total de 7 millions de dirhams vise à agrandir la superficie cultivée de quinoa afin d'atteindre 500 hectares à l'horizon 2021. Le Maroc et la Chine célèbrent le 61e anniversaire de leurs relations diplomatiques. L'événement se fait comme il se doit par tout un programme de festivités. À Oujda notamment, l'orchestre symphonique chinois de King Doha a exécuté un spectacle coloré sous le signe de l'amitié. Un mélange subtil de sonorités puisées dans les répertoires des deux pays. Mounia Marouche. L'orchestre symphonique chinois de Qingdao plonge le public dans des partitions classiques. Des sonorités et des rythmes puisés dans le répertoire musical maroco-chinois. Un spectacle qui promeut l'échange interculturel et le rapprochement entre les peuples. Ce concert célèbre le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques maroco-chinoises. Ce genre d'initiative renforce davantage l'amitié entre les deux peuples. Ce spectacle nous rapproche de la culture chinoise, notamment sa musique. Il rend hommage à la ville d'Oujda en tant que capitale de la culture arabe. Des chefs-d'œuvre de l'Occident à l'Orient s'enchaînent pour le bonheur du grand public. Des chansons chinoises, le jasmin, Bonne année et Je t'aime la Chine, mais également marocaines comme Ya Bint Bladi, Shams al-Ashiya et Ya Moujarani. Cette soirée est magnifique. Elle nous rapproche de quelques aspects de la culture chinoise. Créé en 2005, l'orchestre symphonique de Qingdao est l'un des plus célèbres en Chine. Cette prestation classique invite à la rêverie et sublime le théâtre Mohammed VI d'Oujda. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mariam Laouchir. Et demain, c'est Nisrine Nazda que vous retrouvez à 19h. Je vous dis à bientôt.